L'idée que l'Inquisition ne protégeait pas seulement la doctrine, mais aussi un calendrier écrit dans le ciel, trouve son origine dans un schéma qui se dégage des traces écrites laissées par les procès, les confiscations et les livres interdits. Dans les archives conservées, dispersées entre les archives romaines et les tribunaux provinciaux, on retrouve un type de cas récurrent qui ne correspond jamais tout à fait aux catégories habituelles d'hérésie. Les accusés ne sont ni des prédicateurs, ni des pamphlétaires, ni des sorcières de village. Ce sont des calculateurs. Ils collectent des tables de position planétaires, suivent les éclipses et rédigent des éphémérides de comètes, bien au-delà de ce qu'exigent strictement les instruments de leur époque. Leur carnet s'attarde sur les visiteurs de longue durée, sur les feux qui reviennent après plusieurs générations et sur les tentatives de relier ces retours au calendrier. À maintes reprises, les accusations portées contre eux ne reposent pas uniquement sur la théologie, mais sur le fait qu'ils sèment la terreur parmi les simples, en parlant d'une étoile à venir. La procédure inquisitoriale était essentiellement bureaucratique. Lorsqu'ils confisquaient les livres d'un suspect, ils les cataloguaient. Lorsqu'ils interrogeaient un suspect, ils prenaient des notes. La majeure partie de ces documents concernait des questions familières, refus des sacrements, rejet de l'autorité papale, sympathie pour les idées protestantes. Mais certains dossiers contiennent des phrases qui pointent vers d'autres horizons. Un astrologue du XVe siècle, en Aragon, traîné devant un tribunal local, a été réprimandé non seulement pour avoir établi des horoscopes, mais aussi pour avoir calculé le retour du vagabond flamboyant et proclamé des années de terreur. Au XVIe siècle, un cosmographe portugais fut brièvement détenu pour avoir distribué des cartes incluant le cycle de la Grande Torche, une comète qui, selon lui, réapparaîtrait après plusieurs siècles. Dans de tels cas, la punition était souvent légère, un avertissement, une amende, une interdiction de publication. L'objectif n'était pas le martyre, mais le confinement. Au fil du temps, ce modèle s'est transformé en politique. À la fin du XVIe siècle, alors que l'Europe était secouée par les guerres de religion et les mouvements millénaristes, les autorités ecclésiastiques avaient toutes les raisons de craindre tout ce qui pouvait attiser les attentes apocalyptiques. Les comètes étaient déjà suffisamment néfastes. Chaque apparition lumineuse entraînait la publication de pamphlets prédisant la fin du monde, des foules se pressant dans les églises et parfois une panique généralisée. Le Concile de Trente n'avait pas normalisé la manière de traiter les présages célestes. Les évêques locaux improvisaient, parfois en bénissant les processions, parfois en les interdisant. L'Inquisition, observant ces réactions, commença à traiter les spéculations incontrôlées sur les comètes comme un risque pastoral, et non plus seulement comme une distraction scientifique. Si certains mathématiciens et astrologues ne se contentaient pas de prédire les éclipses, mais tentaient également de fixer le calendrier d'un visiteur beaucoup plus rare et spectaculaire, un feu qui revient pouvant être interprété comme un signe final, alors permettre à ces calculs de circuler librement ressemblait moins à une liberté intellectuelle qu'à l'allumage d'une mèche lente. Dans cette logique, la stratégie qui se dégage des décrets épars et des condamnations de livres prend tout son sens. Les éphémérides des planètes, tolérées, voire utiles pour la navigation. Les traités liant les comètes lointaines aux prophéties de l'Apocalypse, dangereux, souvent placés à l'index.
Les manuscrits qui tentaient de calculer les cycles séculaires d'une étoile de terreur, spécifique et nommée, discrètement saisis, leurs auteurs interrogés sur leurs sources, leurs calculs, soit mis sous clé, soit détruits. La même institution qui a placé Copernic à l'index, avec des réserves nuancées, la théorie était autorisée, la vérité littérale, interdite, était prête à tolérer la cosmologie abstraite tout en agissant de manière décisive contre quiconque prétendait avoir un calendrier pour la catastrophe. Vus sous cet angle, les procès très médiatisés comme ceux de Bruno ou de Galilée s'inscrivent dans un contexte plus large. Les hérésies doctrinales de Bruno étaient réelles et suffisantes pour le condamner. L'insistance de Galilée sur l'héliocentrisme entrait en conflit avec des interprétations théologiques bien établies. Mais la préoccupation plus profonde de l'Inquisition résidait dans le contrôle du récit. Admettre un cosmos rempli d'innombrables mondes ou une terre en mouvement était une chose. Laisser les profanes croire qu'un vagabond des ténèbres reviendrait à une date connue en était une autre. Cela risquait de transformer chaque comète future en un déclencheur. Non pas à cause de la roche et de la glace dans le ciel, mais à cause de ce que les populations effrayées pourraient faire lorsqu'elles seraient convaincues que le ciel et les Écritures s'alignaient enfin. Au XVIIe siècle, l'Église avait appris à ses dépens à quelle vitesse la contagion eschatologique pouvait se propager. Les prophètes pendant la peste noire, les soulèvements anabaptistes à Münster, les déceptions répétées des dates apocalyptiques manquées, chaque crise montrait qu'une fois qu'une histoire de fin imminente s'était installée, l'autorité cléricale seule ne pouvait pas rapidement la faire disparaître. Dans ce contexte, le monopole sur la comète de l'Inquisition ressemble moins à une cruauté arbitraire qu'à une gestion des risques. S'il existait réellement des textes, plus anciens que le télescope, conservés dans des bibliothèques monastiques, qui décrivaient une étoile de feu à longue période avec suffisamment de précision pour encourager la fixation de dates, alors le fait de ne pas publier ces textes était un moyen d'étaler l'impact. De leur point de vue, il valait mieux que le prochain grand retour arrive comme un présage surprise plutôt que comme l'aboutissement d'un compte à rebours que les gens observaient depuis des décennies. Il est impossible de savoir si un responsable de l'Inquisition a consciemment lié ses politiques à un objet spécifique sur une orbite comme celle de 3I Atlas. Les archives qui ont survécu sont partielles, rédigées dans un langage évoquant le péché et le scandale, et non la dynamique orbitale. Elles parlent de étoiles de mauvais augure, de signes dans le firmament, de calculs dangereux. Ils ne donnent pas d'inclinaison, de période ou de distance au périhélie. L'histoire que l'on peut retracer n'est pas celle d'une astronomie précise, mais celle d'un instinct institutionnel. Réprimer les calendriers spéculatifs des comètes, centraliser l'interprétation des événements célestes et veiller à ce que toute connaissance des cycles longs reste entre les mains de ceux qui croyaient pouvoir guider les âmes à travers la panique, lorsque le ciel finirait par faire quelque chose qui ressemblerait à la fin. Si cette politique a réussi, sa preuve est paradoxale. Un long intervalle où auraient dû se trouver des cycles cométaires bruyants et imprimés, et des mouvements de masse se synchronisant non seulement avec les éclipses ou les conjonctions, mais aussi avec un visiteur qui ne se produit qu'une fois dans une vie. Cet intervalle existe. L'Europe moderne était saturée d'almanachs, de prophéties et de guides astrologiques,
Mais presque aucun d'entre eux ne traitait des cycles cométaires millénaires liés à un seul feu récurrent. Les rares personnes qui ont tenté de rédiger de tels tableaux apparaissent dans les archives de l'Inquisition comme des curiosités ou des exemples édifiants, leurs œuvres ayant été retirées de la circulation. Les autres n'ont laissé aucune trace. L'Inquisition a pris fin en tant qu'institution officielle. L'index des livres interdits a été abandonné. L'astronomie moderne s'est développée en dehors du contrôle ecclésiastique. Mais l'héritage de ces siècles de confinement subsiste dans le silence qui entoure certains schémas. Les comètes sont classées, leurs orbites tracées, leurs propriétés physiques étudiées. Certaines ont des noms, d'autres des numéros, d'autres encore les deux. Pourtant, l'idée qu'un visiteur particulier à longue période puisse servir de métronome pour les crises, d'horloge pour les institutions ou d'échafaudage pour les mouvements apocalyptiques reste soigneusement marginalisée, reléguée aux marges de la culture populaire. Le réflexe historique empêchait ce genre d'histoire de s'ancrer dans l'esprit du public jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, décide qu'il doit le faire, a survécu au tribunal qu'il a initialement affiné. Les traces les plus évidentes de la politique de l'Inquisition n'apparaissent pas dans les procès célèbres, mais dans les inventaires des livres et des documents confisqués dans le cadre d'affaires mineures dans toute l'Europe du Sud. Un registre relié en cuir du Saint-Office de Naples, couvrant les années 1570 à 1620, répertorie des centaines d'objets saisis, pamphlets protestants, textes mystiques juifs, traités alchimiques et manuscrits astrologiques. Parmi eux, une sous-section intitulée « De Cometis et Stellis Errantibus » sur les comètes et les étoiles errantes contient 43 entrées. La plupart décrivent des observations standards de comètes ou des calculs de leurs mouvements apparents. Mais 7 sont signalés par une note marginale. Contine periodum longam. Non publicetur. Contient une longue période. Ne doit pas être publié. L'une de ces 7 entrées appartenait à un médecin napolitain nommé Girolamo Cardano, déjà controversé pour ses horoscopes et ses spéculations philosophiques. Cardano avait beaucoup écrit sur les comètes, les traitant comme des phénomènes naturels, plutôt que comme des présages divins, une position progressiste pour son époque. Mais un manuscrit saisi après sa mort, en 1576, allait plus loin. Selon l'inventaire, il comprenait des tableaux prédisant le retour de la Grande Torche selon des cycles de 7 siècles, avec des annotations suggérant une signification prophétique. Le manuscrit lui-même n'a pas été conservé dans les archives de Naples. Son sort est noté laconiquement, transféré à Rome en 1578, disposition inconnue. Rome, dans ce contexte, désignait les archives centrales de la congrégation du Saint-Office, le centre névralgique de l'Inquisition. Les documents jugés trop sensibles pour les tribunaux locaux y étaient systématiquement envoyés, examinés par des consultants spécialisés, puis soit renvoyés avec des instructions, soit détruits, soit stockés indéfiniment, sous accès restreint. Les archives apostoliques du Vatican conservent des fragments de cette collection, mais de nombreux documents restent non catalogués ou ont été perdus pendant l'occupation napoléonienne. Ce qui a survécu suggère un processus de tri. Les ouvrages qui remettaient en cause la théologie sur des bases abstraites pouvaient être condamnés publiquement, leur titre inscrit à l'index à titre d'avertissement. Les ouvrages contenant des prédictions spécifiques et exploitables, dates, cycles, coordonnées célestes, étaient
plus souvent supprimés discrètement, sans la publicité d'une interdiction officielle. Un cas similaire s'est produit à Barcelone en 1603. Un astrologue et professeur de mathématiques nommé Père Gilles avait compilé les éphémérides des comètes visibles en Catalogne au cours des 2 siècles précédents. Son objectif, tel qu'il l'avait déclaré dans des lettres adressées à un correspondant jésuite, était de rechercher des schémas récurrents. Si Dieu a placé les cieux comme des signes, écrivait-il, alors la régularité de ces signes indique son ordre, et non le chaos. Gilles remarqua que plusieurs comètes brillantes apparaissaient à des intervalles correspondant approximativement à des multiples entiers d'une période de base plus longue. Il proposa un modèle, une seule comète mère, sur une vaste orbite, perdant des fragments ou revenant elle-même à des moments prévisibles. Ces tables prévoyaient la prochaine apparition vers la fin du XVIIe siècle. Le travail de Gilles a atteint le mauvais public. Une copie de son manuscrit a été montrée à l'Inquisition locale par un ecclésiastique inquiet qui craignait que les calculs ne soient utilisés pour attiser la ferveur millénariste. Le tribunal a convoqué Gilles, l'a interrogé pendant 3 jours et a confisqué tous ses documents. L'accusation officielle était légère. Spéculation imprudente sur les signes divins sans guidance ecclésiastique. La sanction a été un avertissement et l'interdiction de publier ou d'enseigner sa théorie sur les comètes. Mais la transcription de l'interrogatoire, conservée dans les archives régionales catalanes, révèle des préoccupations plus profondes. Les inquisiteurs ont interrogé Gilles, non pas sur la théologie, mais sur ses sources. Où avait-il obtenu les archives des comètes des siècles passés? Avait-il consulté des textes interdits? Connaissait-il d'autres personnes travaillant sur des cycles similaires? Gilles a admis s'être inspiré de chroniques conservées dans les bibliothèques des monastères, de récits de voyageurs et d'une seule carte ancienne qu'il avait vue en possession d'un évêque à la retraite. Selon lui, cette carte représentait la trajectoire d'une comète à travers les constellations, avec une annotation en latin et en arabe suggérant un retour après 28 générations d'hommes. Il ne se souvenait pas de la provenance de la carte. Le tribunal n'en fit pas mention dans ses archives, mais les documents de Gilles ne lui furent jamais rendus. Il mourut 10 ans plus tard, ses tables cométaires restèrent inédites, et ses travaux plus généraux tombèrent dans l'oubli, à l'exception d'un petit cercle de correspondants. La carte ancienne, mentionnée par Gilles, correspond à un schéma observable dans de nombreux cas. Les accusés devant l'Inquisition faisaient souvent référence à des sources plus anciennes, cartes stellaires, pré-coperniciennes, traductions d'ouvrages astronomiques arabes ou grecs, notes marginales dans des codex monastiques, qui semblaient contenir des données sur les comètes bien plus précises que celles que pouvaient fournir les instruments de leur époque supposée. Les inquisiteurs traitaient ces références avec suspicion, non pas parce qu'ils doutaient de l'ancienneté des cartes, mais parce qu'ils craignaient ce qui se cachait derrière elles. Une chaîne de transmission antérieure au contrôle de l'Église sur le discours cosmologique. Une telle chaîne a été explicitement mise en évidence lors d'un procès à Séville, en 1628. Un érudit converti nommé Isaac de Fonseca, soupçonné de pratiquer secrètement le judaïsme, a été interrogé au sujet d'un manuscrit hébraïque trouvé dans son bureau. Selon le résumé du procès, ce manuscrit combinait la numérologie kabbalistique avec des tables astronomiques décrivant l'orbite de l'étoile redoutable
qui part et revient selon le compte écrit dans les cieux. De Fonseca affirma qu'il s'agissait d'une copie d'un ouvrage beaucoup plus ancien, transmis par les communautés séfarades et provenant, selon lui, de Bagdad ou d'Alexandrie au Moyen Âge. Sous la pression, il admit que des textes similaires circulaient parmi les érudits juifs et musulmans qui avaient fui les expulsions ibériques, préservant ainsi des connaissances que l'Église ignorait ou supprimait activement. La réponse du tribunal fut rapide. Le manuscrit fut confisqué et déclaré hérétique pour plusieurs raisons. De Fonseca se rétracta, fit pénitence et disparut des archives historiques. Mais le dossier comprend une note d'un consultant à Rome répondant à une question des inquisiteurs de Séville. De tels calculs, s'ils étaient largement connus, donneraient aux laïcs les moyens d'anticiper le jugement divin, indépendamment de la médiation cléricale. Cela sape l'autorité pastorale. Une vigilance constante s'impose. Ce n'étaient pas les mathématiques qui posaient problème, mais l'autonomie qu'elles pouvaient favoriser. Au milieu du XVIIe siècle, l'emprise de l'Inquisition sur l'astronomie s'affaiblissait. L'imprimerie s'était répandue, les télescopes avaient révélé les lunes autour de Jupiter et les phases de Vénus, et les astronomes jésuites, eux-mêmes, adoptaient discrètement les calculs copernicains à des fins pratiques, tout en maintenant la rhétorique géocentrique pour le grand public. Les études sur les comètes devenaient également plus empiriques. Tycho Brahe avait démontré que les comètes se déplaçaient au-delà de la sphère lunaire, brisant ainsi le modèle aristotélicien. Edmond Halley allait bientôt prédire le retour de la comète qui porte son nom, transformant ainsi les objets à longue période en sujets respectables de la philosophie naturelle. Pourtant, même si le climat intellectuel avait changé, certaines lignes directrices restaient en vigueur. Les ouvrages qui reliaient des comètes spécifiques à des calendriers apocalyptiques continuaient d'être soumis à un examen minutieux. Lorsqu'un astronome français publia en 1672 des tables prédisant l'apparition future de comètes brillantes et ajouta en marge des spéculations sur la grande comète de la fin des temps, son livre fut inscrit à l'index moins d'un an plus tard. Le contenu scientifique était solide. Le problème venait de l'extrapolation théologique. L'Église était prête à accepter que les comètes obéissaient aux lois naturelles, mais pas que ces lois pouvaient être interprétées comme un compte à rebours vers le jugement dernier. Le monopole de l'Inquisition sur les comètes n'a jamais été absolu. Elle ne pouvait pas empêcher toutes les rumeurs, supprimer tous les manuscrits ou empêcher les esprits indépendants de remarquer des schémas dans le ciel. Ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle a fait, c'est façonner le discours. En contrôlant ce qui était imprimé, les enseignements dispensés dans les universités et les interprétations proposées par les ecclésiastiques depuis leur chair, elle a empêché les cycles cométaires de devenir une obsession collective. Cette politique ne reposait pas sur un silence total, mais sur une censure sélective. Laisser les gens voir les comètes, laisser les érudits les étudier, mais ne pas laisser un feu qui revient, spécifique, nommé et datable, devenir une connaissance commune, associée à une prophétie. Le coût de cette politique s'est mesuré en termes de connaissances perdues. Combien de tableaux, de graphiques et de traités prédisant la visite de visiteurs de longue période ont été détruits ou cachés? Combien plus tôt les astronomes auraient-ils pu cataloguer des objets comme Atlas,
si les données compilées par les calculateurs médiévaux et modernes avaient circulé librement. Les lacunes dans les archives sont intrigantes. Les références dans les procès-verbaux aux cartes du septuple retour, au tableau de l'étoile qui traverse, aux manuscrits contenant des cycles dangereux, tout cela renvoie à un ensemble d'œuvres qui ont existé, mais qui n'ont pas survécu sous une forme accessible. Une partie de ces documents existe peut-être encore, enfermés dans des collections vaticanes à accès restreint, mal étiquetés ou enfouis sous des couches de catalogage ultérieures. En 2019, lorsque le Vatican a ouvert certaines parties des archives apostoliques couvrant la période de l'Inquisition, les chercheurs ont découvert des milliers de documents inédits. Parmi eux figuraient des références éparses à des cas astronomiques. Une brève note, datée de 1635, évoquait le transfert de manuscrits sur les comètes des tribunaux ibériques vers un dépôt central pour conservation et étude. La note énumérait 12 manuscrits par titre. Aucun n'a été retrouvé dans le catalogue accessible au public. S'ils ont survécu, ils restent derrière des barrières d'accès et de langue, faisant partie d'une bibliothèque fantôme de cosmologie supprimée. Le monopole de l'Inquisition sur les comètes n'a jamais été formulé comme une doctrine officielle. Il n'existe aucune bulle papale intitulée « Sur la dissimulation des cycles célestes ». Cette politique résulte plutôt d'une pratique accumulée. Les confiscations régulières, la cohérence des accusations portées contre les calculateurs de comètes, le soin avec lequel les prédictions à long terme étaient séparées du reste des travaux astronomiques et traitées comme une catégorie distincte de risques. C'était une politique fondée sur l'expérience, sur le souvenir de la rapidité avec laquelle la peur pouvait transformer une comète en étincelle de révolte, et sur la conviction que certaines connaissances, même si elles étaient vraies, devaient être divulguées lentement, sous contrôle, plutôt que de submerger un monde déjà anxieux. La justification de cette prudence dépend du point de vue. Si la riposte redoutée par l'Inquisition était réelle, si un objet tel qu'Atlas avait effectivement traversé le système solaire interne selon un calendrier long et prévisible, et si les civilisations antérieures l'avaient remarqué et codé dans des textes que l'Église contrôlait par la suite, alors la suppression n'a pas seulement retardé la superstition, mais aussi une préparation potentiellement utile. D'un autre côté, si le risque principal n'était pas l'objet lui-même, mais l'effondrement social qu'une révélation prématurée et non gérée aurait pu déclencher, alors l'approche de l'Inquisition pourrait être interprétée comme une forme de triage, sacrifier la transparence pour gagner du temps, contenir le récit jusqu'à ce que des institutions capables de gérer la réaction soient en place. Cette tension entre le droit de savoir et le danger de savoir trop tôt n'a pas pris fin avec l'Inquisition. Elle traverse les débats modernes sur la divulgation des risques liés aux astéroïdes, la classification des données sur les pans et la lenteur délibérée avec laquelle les agences spatiales publient des informations sur des objets tels que l'Atlas. Les mécanismes ont changé. Les tribunaux ont disparu, remplacés par des comités scientifiques, des examens de sécurité et des services de presse. Mais l'instinct demeure. Certaines vérités sur le ciel, si elles sont divulguées sans contexte ni préparation, pourraient causer plus de tort en provoquant la panique qu'elles n'apporteraient de bien en avertissant la population. L'Inquisition l'avait compris. Elle a mis en place un système pour l'appliquer.
Et bien que les feux se soient éteints depuis longtemps et que l'index ait été abandonné, la logique de ce système, le monopole sur les comètes, continue de vaciller faiblement dans les silences prudents et les divulgations sélectives de ceux qui observent le ciel aujourd'hui et décident, au cas par cas, ce que le reste d'entre nous est prêt à entendre.